Aujourd'hui, le sujet va vous surprendre un peu parce qu'on n'est plus dans l'art tellement. On est dans l'interface homme-machine qui nous amène du fantasme du robot qui arrive au théâtre dans les années 1920. Cette idée de fantasme de machine, j'en ai déjà parlé, on fait un petit retour en arrière, euh, notamment parce qu'on a fabriqué des machines depuis très longtemps, des automates, des choses qui permettent 1323 horloge à carillon, tout un tas de systèmes mécaniques qui supposent pas d'intervention directe de l'homme, une espèce de bras qu'on recharge et qui fait que c'est automatique ou automobile. Quelque chose qui a beaucoup fait fantasmer ceux qui aiment la science et moins les arts, mais il n'y a pas toujours de séparation. Vous vous souvenez peut-être que M. Duchamp s'intéressait à la science parce qu'elle lui permettait d'aller voir autre chose que les habitudes des artistes, que cette idée de l'art en général. Et c'est notre chapitre 3 de la semaine, c'est-à-dire l'art là où on ne l'attend pas. À la fois parce que dans ce rapport Descartes, tout doit être organisé, tout doit être pensé. Voilà une petite publicité pour la philo de demain. Le pouvoir, c'est de tout organiser, le pouvoir, c'est de tout prévoir, le pouvoir, c'est d'isoler pour leur santé le monde. Mais quand on est face à quelque chose qui n'est plus prévisible, le nouveau pouvoir, ce sera celui d'improviser, celui d'être capable de rebondir, de faire autrement. Ce que les artistes savent faire aussi, ils gèrent ça. Voilà, vous ne connaissez peut-être pas, parce que c'est une merveille, les automates de Vaucanson, qui est un canard qui pond un vrai œuf en robot. J'avais aussi un méga résumé, les révolutions industrielles, celle de la vapeur, celle du mécanique, et celle du pétrole, et celle du 4.0 connecté comme on est aujourd'hui. Parce que ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que il s'agit d'alerter sur l'arrivée de moyens automatiques, de nouveaux moyens qui vont intéresser les artistes sur la vidéo, sur les débuts du numérique. On l'a vu avec Nem Jumpek sur la façon de transformer les écrans de télévision, sur les débuts des ordinateurs. Et se pose la même question de ce fantasme de la technique nouvelle. On est en train de sortir de ça quand on passe les années 50. Deux bombes nucléaires sur la gueule te calment un peu sur le désir de progrès, même s'il faudra encore beaucoup de temps, puisque les premiers mouvements écologistes qui parlent de freiner cette croissance datent des années 70, on est en plein dedans, et commencent seulement à arriver dans le grand public aujourd'hui. On se dit qu'on peut manger qu'une viande par jour, c'est déjà énorme. Alors qu'en fait, une femme, la mienne, pourrait vous dire que c'est tout à fait faisable. Cette idée de décroissance, elle va avec toute cette geste, toute cette chanson moderne qui s'est créée depuis 1800, qui va avec, dit le philosophe Garcia, l'association modernité-électricité, quelque chose qui serait une sorte de courant qui passe partout, qui se retrouve partout et qui transmet très vite. Donc, il va y avoir un fantasme de progression, de moyens techniques sur la télévision, sur les robots, effectivement, mais il va se passer deux choses qui sont très nouvelles dont je voudrais parler aujourd'hui. C'est à la fois que ce fantasme de transmission, voilà, la voix parlée peut être envoyée et écoutée à un endroit où elle n'est pas émise. Ça paraît très bête, mais regardez ce qu'on vient de vivre en 30 ans, la disparition tout doucement des disques, des albums, pour acheter des chansons à l'unité en les téléchargeant, et donc le retour des concerts, parce que la musique en vrai, c'est plus fort. Et puis, ces derniers temps, le retour de la musique en diffusé, mais en vrai quand même, parce qu'on est en train, comme maintenant, de partager un instant de diffusion. Voilà, les moyens de diffusion de l'art vont se transformer avec les machines, se transformer profondément. Et ils commencent dans ces années 50, 60, 70, ils vont s'accélérer. Ça, c'est la première chose que vous pouvez connaître, deviner. On a un fantasme de la machine dans cette modernité. Ce Duchamp qui fait des machines qui peuvent tourner, ces futuristes qui s'intéressent à l'art des bruits, qui va nourrir finalement la réflexion de la musique techno. Et ce jeu d'interface avec le public qui peut jouer, qui peut appuyer sur une pédale, ouais, hop, le petit mécanisme, la pédale est à gauche, on appuie, ça tourne, ça fait des disques. Cette espèce de fantasme de fête foraine que j'avais décrit qui fait que la machine est au cœur du progrès, qu'elle est comme un organisme greffé sur notre tête dans ce collage de Haussmann. Et que cette réalité, elle permet de vendre, fabriquer beaucoup plus d'objets.
Elle fait fantasmer les artistes russes comme Rodchenko et les artistes au cinéma avec l'envers du décor de cette perte du contrôle par la machine. Et c'est mon deuxièmement, en fait. Ce n'est pas seulement un moyen technique. Si on dit juste l'ordinateur arrive, les premiers artistes commencent à s'intéresser à l'ordinateur, ok, bon, ça fait un petit truc rigolo qui peut plaire à ceux qui s'intéressent aux sciences. L'art est là où on ne l'attend pas, c'est sur quelque chose on commencerait simplement par le design. Les designs des machines qu'on va utiliser, les téléphones que vous avez dans vos mains, sont dessinés. Ils sont une plateforme qui va nous aider à interagir avec la machine. Et au cœur de ce rapport machine-homme qu'on voit dans cette image du Métropolis de Fritz Lang, il y a encore le fantasme de faire une autre humanité, de développer quelque chose comme un robot qui nous appartiendrait. Mais dans ces années 60, va commencer par la science-fiction qui la rêve d'abord, en négatif aussi, on parle d'utopie, on parle de dystopie aussi, du fait que la machine prenne la main, prenne le contrôle. Et le film qui est derrière moi date de 68 de Stanley Kubrick, où le passage que je voudrais vous montrer, l'ordinateur, il est en train de prendre le contrôle vraiment. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de fantasmer l'avancée moderne, nouvelle de la puissance industrielle, qui se développe dans les années 30 et qui va finir par faire peur. On est en 51, le jour où la Terre s'arrêtera. Petit chef-d'œuvre. Donc voici les modestes effets spéciaux. Moi, je préfère, en un sens. Si vous êtes un peu peureux ou peureuse, vous pouvez regarder des films comme ça. C'est tout à fait jouable. C'est aussi l'occasion, avec l'arme atomique, de comprendre que notre Terre a une finitude et tout l'univers de la science-fiction travaille ces questions de disparition, de l'étranger qui viendrait. Il n'y a jamais eu autant d'extraterrestres dans ces années 50-70. Il y a toujours des gens dont le hobby ou le travail, c'est de surveiller qui vont arriver. Mais il correspond à une peur de cette transformation par la science, de cette prise de possession par la science. Et vous regardez comme le gorille qui avant portait la blonde dans King Kong est devenu exactement dans l'univers visuel la même posture de blonde et de gorille, une machine sur planète interdite, que voici, avec un robot qui est un peu moins humanoïde que d'habitude, et à droite, il n'a pas de jambes, il a une façon de rouler, et dans le travail de la science-fiction des années 70, il y aura toujours cette façon de ne pas trop faire humain, que ce soit dans Star Wars avec R2D2, et que ce soit E.T., voilà, c'était quelque chose qui soit une marionnette, mais avec la difficulté de la manipulation de la marionnette, qui fasse voir un autre univers, un autre nous-mêmes, mais qui ne serait pas tout à fait nous. Et ce décalage va passionner les scientifiques encore aujourd'hui. Comment on peut créer une interface si elle est trop humaine, si elle fait trop humaine, ça va faire peur à l'humain qui est devant. C'est-à-dire les scientifiques ont vraiment un temps d'avance. Et c'est là où cette époque, je disais deux choses. La fascination technique va se développer, elle va créer des fantasmes en négatif, en positif. Ils vont nous remplacer au travail. C'est pas faux, ils font aussi des tas de choses qu'on n'aimerait plus faire. Et je sais que c'est pas très populaire quand je dis que les caissières pourraient être remplacées par des robots parce que on me dit mais ça va faire perdre du travail. Enfin, c'est un travail horrible, horriblement difficile. On soulève des tonnes, on est dans le bruit, dans la difficulté. Voilà, le travail peut se déplacer. Il s'est déplacé dans toutes ces révolutions industrielles. Il faut juste le préparer, sans doute, pour que ça ne soit pas mortifère comme transformation, si on te met devant le fait accompli. Ça, c'est le premier changement. Le second, c'est que cette fascination de l'interface homme-machine, elle est au cœur d'œuvres d'art. Elle est au cœur de cet art qui n'est pas à l'endroit où on s'y attend, c'est-à-dire qui est en train de réfléchir à notre rapport. C'est le Nemjumpek, le TV Bouddha, de qui est le chef entre la machine et moi. Qui décide, j'aime moins cette période de Nemjumpek qui intègre des écrans en jouant avec des télévisions pour faire des robots, mais sa plus belle réussite, il me semble, c'est cette 89, cette Olympe de Gouges posée dans le musée d'art moderne devant cette fée électricité de Dufy, qui n'est pas non plus le meilleur Dufy, mais qui réunit l'un avec l'autre, est une façon de montrer tout le parcours du moderne, fantasmer l'électricité comme la nouveauté, la façon d'accéder à tout, le déplacement, la musique, l'omniscience, et celle du robot presque ridicule de Nemjumpek, qui est bien contemporain de ce point de vue-là. Voilà, les rêves modernes, il faudrait peut-être les calmer, il faudrait regarder comment ils opèrent.
Ça me donne l'occasion, ce petit retour historique, de questionner en fait ce fantasme d'interface, comment interagir avec la machine. Je vais revenir sur les performances de Fluxus, qui sont aux États-Unis, en Europe après, avec Ben, en train de jouer avec le spectateur, à le faire réagir, à le scandaliser. Et l'interface, c'est bien ça. Un petit coup de Robert Rauschenberg. En 66, il est un des premiers à participer à cette performance qui est télévisée, retransmise. Vous voyez, on est en octobre 66. Retransmis sur plusieurs écrans, à la fois du sport, à la fois de la performance, à la fois des interventions, toutes filmées et toutes retransmises en même temps. Alors, on a une date importante dans le fait que les interfaces vont permettre de retransmettre des spectacles simultanément à plein d'endroits différents. Voilà la première exposition qui va parler de cybernétique, dans laquelle il y a Nem Jumpek, des jeux avec les ordinateurs pour créer sur les écrans, qui se retrouvent dans cette Documenta 6 de 77, où des artistes vont pouvoir jouer. Vous voyez, un devant, Douglas Davis, Joseph Beuys qui est à l'autre bout, Nem Jumpek qui est retransmis parce que on est à un endroit et on peut voir à un autre endroit. Cette espèce d'idée qui est tout à fait banale pour nous de retransmission simultanée, de jeu avec la simultanéité, change notre rapport au temps, mais change notre rapport à l'espace aussi. On peut être partout à la fois. Et ce n'est pas anodin comme transformation. Ce qui peut vous faire douter de mon parcours jusque-là, c'est de se dire, mais où est-ce qu'il y a de l'art là-dedans, en fait? On a l'impression que l'art va utiliser un médium, et c'est cette idée contre laquelle je voudrais travailler, on va dire. C'est-à-dire que, oui, mon téléphone, mon ordinateur n'est qu'une machine, et on pourrait penser qu'il ne sert qu'à retransmettre une sorte de peinture, pas si bonne que ça d'ailleurs, des permutations, des jeux de formes qui vont, dans ses débuts, paraître aujourd'hui un peu maladroits, un peu simplifiés. Il y a deux choses qui se jouent là-dedans. La transformation intellectuelle du rapport à la machine, profondément intellectuelle. Le fait que dans cette transformation intellectuelle va se fabriquer des nouvelles questions en fait, qui vont intéresser les artistes, dont celui-ci avec Kubrick, et aussi une naissance de quelque chose qui peut vous paraître lointain, mais vous êtes soupçonné, quel que soit votre âge, de l'utiliser, la naissance du jeu vidéo. C'est-à-dire de passer l'artification du cinéma, je vous l'ai raconté, était une façon, voilà, machine mécanique 54. Le cinéma, c'est un truc forain, c'est un truc pour les gamins, c'est un goûter d'enfant. Et puis petit à petit, tout un processus d'artification que j'ai décrit, de validation par des experts, on va dire, de circulation de l'expertise par des moyens de journaux, des choses comme ça. Et sorti de la fête foraine, petit à petit, le cinéma devient un art. La première machine automatique, donc avec un système qui enregistre à l'intérieur avant de donner l'opération, 61, c'est écrit en haut, une Olivetti, vous avez peut-être eu ça. Ça ne fait pas le calcul immédiat, ce n'est pas un boulier, il y a quelque chose qui attend entre les deux. Et dans ce que je vais vous montrer là, dans l'évolution des machines, il y a une histoire intellectuelle qui est tout à fait nourrissante pour voir où l'art est en train de passer. Des calculateurs de 64, et puis avec PDP, ce premier processeur, on est en novembre 63. Voilà, l'ordinateur, c'est la totalité de ce qu'on voit sur l'image. C'est-à-dire le chemin parcouru, parce que vous avez comme moi un téléphone, ce n'est pas un téléphone, hein, il fait j'écoute de la musique, je joue dessus, je envoie des mails, je fais des programmations que je programme à l'avance. C'est invraisemblable, c'était un petit ordinateur simplifié. Il nous manque un truc que vous allez peut-être deviner, je ne vous donne pas la réponse tout de suite. Il faut une interface entre la machine et l'ordinateur. Et cette interface, elle a une petite histoire que je voudrais vous raconter parce que ça a l'air de ne pas être artistique, mais c'est un enjeu qui va le devenir. On a besoin de faire un petit détour par une célébrité du monde des idées qui s'appelle Alan Turing, qui est un très beau documentaire sur son travail. C'est celui qui a participé à décrypter avec Enigma. Alors là, il y a des spécialistes sur Internet bien plus calés que moi, à décoder les bombes que voulait nous
envoyer les nazis. C'est-à-dire qu'un scientifique, un mathématicien qui a une vie personnelle très compliquée, parce que son homosexualité va lui empêcher d'être... il va être un peu persécuté en Angleterre, il va faire un petit détour aux États-Unis, enfin tout son génie, toute cette capacité à comprendre les choses avant va être plutôt mise à mal. Parce que ce que Alan Turing a raconté qui va vous sembler tout à fait étonnant, et voici une image d'un film de science-fiction, Une petite merveille, si vous n'en regardez qu'un, peut-être avec Soleil Vert, oui, Blade Runner de Ridley Scott. D'après est-ce que les moutons rêvent, est-ce que les robots rêvent de moutons électriques? Bonne question, dit M. Philippe Cadic. Voilà. Qu'est-ce qui est devant nous dans cette capture d'écran? On a Harrison Ford sur la droite qui est en train de questionner un monsieur. C'est presque au début du film, on ne sait pas trop qui c'est. Il est en train, sans qu'on le sache, de lui faire passer le test de Turing. C'est-à-dire, Turing a décrit dans ces années 40 que bientôt arrivera le jour où, on va dire, pour faire simple, au téléphone, je parle avec quelqu'un et j'ai une conversation normale, sans discontinuité. Il y a réaction à mes propos, adaptation à mes propos. Et je parle à une machine. Et un jour viendra où je ne serai pas capable de me rendre compte que je parle à une machine. Et il dit, ce jour-là, c'est ça le test de Turing, c'est ce que fait Harrison Ford. En fait, il cherche des réplicants, il cherche des gens qui sont des robots. Et la trouvaille géniale, c'est non plus de faire des faux robots moches en carton, comme dans les années 50, c'est que les robots, ils ont une tête comme vous et moi. Et plutôt comme moi. Et donc, qu'on ne sache pas qui est robot, qui n'est pas robot. Et toute l'ambiguïté de la science-fiction, elle n'est plus dans la quête sans fin, comme derrière moi, de décors, de costumes qui soient très spectaculaires et très impressionnants pour les fans. Elle est dans le questionnement, on va dire, philosophique de savoir qui est un robot, mais qu'est-ce qu'un humain aussi? Comment, par la marge, comme le disait Foucault hier, par ce que nous ne sommes pas, par le fou, comprendre qui est l'homme de raison. Et donc, c'est ça qui fait que Blade Runner est passionnant pour les fans, c'est qu'il y a 3 versions qui ont été faites à différentes époques, dans lesquelles on n'est pas toujours sûr de savoir qui est le robot et qui n'est pas le robot là-dedans. Il suffit d'un peu d'ambiguïté. Ce qu'Alan Turing a initié en parlant de ce test, c'est cette idée de pouvoir interagir avec une machine. Et deux, on peut le ramener à ce que Norbert Wiener a dit en 1948. Voilà, le mot cybernétique qui paraît un peu daté aujourd'hui, c'est le contrôle et la communication d'un animal, nous, et d'une machine, elle. Parce que ce que dit Norbert Wiener, c'est que nous avons modifié si radicalement notre milieu. J'en parlerai aussi avec cette injonction de s'adapter d'aujourd'hui, qui vient de Walter Lippmann, le théoricien du néolibéralisme en 1939, que décrit Barbara Stiegler, la philosophe. Voilà, le monde industriel s'est tellement accéléré, il va tellement vite qu'on nous demande tout le temps de nous adapter. Et ce que décrit Barbara Stiegler, c'est que cette injonction à s'adapter, c'est une sorte de darwinisme déguisé, en disant, les gars, il faut tout le temps, allez, t'es pas assez nouveau, tu connais rien, c'est quoi, t'es un gros nul, t'es un vieux, t'es ringard. Voilà. Cette injonction à s'adapter, elle dit que ce vocabulaire vient de Darwin, en fait, vient d'une théorie de l'évolution et qu'elle s'est appliquée insidieusement, parce que c'était un peu un argument nazi, dans le monde politique. En fait. Ce qui s'est passé, que décrit Alan Turing, qui change le logiciel et qui nous fait aller dans un autre univers que celui prévu. Voilà le prototype en 1945 de Memex, c'est-à-dire une fiche, une carte perforée qui vient entrer dans un ordinateur et qui répond à des questions. Et voici Univac, l'ordinateur un peu plus de bureau, entre guillemets. Notre Olivetti. Et dans le jeu de transformation intellectuelle, cette idée qui vous paraît toute bête, qui vient de Theodore Nelson, j'ai mis une petite photo de M. Barthes parce qu'il a l'air un peu rigolard. Alors là, c'est facile à vous expliquer, on est un peu dans l'histoire des idées, mais ça va se retrouver en art facilement. Ça s'appelle l'hypertexte, c'est-à-dire je suis sur un article de Wikipédia, il y a un mot qui me plaît, je clique, pouf, j'arrive là. Il y a un autre mot qui me clique, pouf, j'arrive là, j'arrive là, j'arrive là. À vos débuts sur Internet, vous ouvrez tellement de fenêtres, à la fin, vous ne savez plus d'où vous venez. Ce plaisir de l'apprentissage par le rebond, c'est une transformation profonde
de notre Descartes qui disait on apprend A, puis on apprend B, puis on apprend C, et tant qu'on ne sait pas B, on ne passe pas à C. Il y a des tas de systèmes d'apprentissage qui ont changé dans l'école même. On se base beaucoup plus sur l'expérience que sur un enchaînement logique d'éléments. Ça, c'est notre premier rapport intellectuel très différent. L'hypertexte, le fait qu'il y ait une chaîne en réseau qui va tout changer. Notre transformation, elle est aussi dans l'invention du pixel. C'est un tout bête, hein, mais on a des claviers, pas encore, des écrans, pas encore. Comment on communique avec la machine? On lui donne des codes, on lui envoie des numéros. Des scientifiques, mais plus précisément, et c'est pour ça que je mettrai artistes dedans, des designers, vont inventer l'interface. J'ai mis un petit clin d'œil à M. Derrida parce que cette idée de déconstruire des petits morceaux se retrouve sur la couverture d'un commentaire de texte américain. C'est-à-dire de penser qu'en assemblant des tas de petits bonhommes les uns à côté des autres, on va finir par fabriquer une grande image. Vous voyez que dans ces années 60, de l'art optique, de Vasarely, de Agam, on a une espèce de fantasme d'un art impersonnel, d'un art sans auteur, d'un art fait par la machine, qui est une façon d'anticiper ce qui va se fabriquer avec des moyens qui sont visuellement très pauvres encore. Ce qu'on a sous les yeux est très pauvre, donc on n'a presque pas d'art, on n'a presque pas d'image en tout cas, mais de l'art, il y en a parce que est en train de se fabriquer une représentation visuelle à laquelle on va s'habituer, qui fait que cette pauvreté de petites lumières électriques qui vont reconstituer en rouge, bleu, vert, presque à la façon des trois couleurs primaires, vont reconstituer la couleur et vous permettre de savoir que votre président Mitterrand est élu en 81 en s'affichant sur l'écran. Le monsieur qui est là est un pur génie. 1968, il s'appelle Douglas Engelbart, et vous allez bien rigoler quand je vais vous dire, essayez de deviner ce qu'il a dans la main, et quand je le fais deviner à des étudiants, ils sont nés en 2000 maintenant, ils ne devinent pas du tout ce que c'est, ça s'appelle une souris. C'est-à-dire un moyen, je le fais tout de suite en direct, de vous montrer où est mon doigt. Et un moyen pour moi de jouer avec l'interface qui est devant moi. Ça a l'air très bête, mais il n'y en avait pas besoin avant. On devait coder des éléments, on envoyait des informations et ça suffisait bien. Ce que ces designers vont fabriquer, c'est une interface de communication homme-machine avec une souris, un écran, un clavier et des petits exercices discrètement disséminés pour s'entraîner. La souris, ça devrait pas. Il y avait des tas de moyens de faire autrement. Vous voyez, il y a un petit rond qui tourne à droite, un petit rond qui tourne à gauche, puis on la déplace. Il y a des moyens de faire autrement, tout simplement parce que elle va disparaître cette souris. Si j'ai un téléphone, je fais ça avec mon doigt, la souris c'est mon doigt. Et que si des images sont projetées en hologramme comme Jean-Luc Mélenchon avec lui-même, je peux interagir dans l'espace. L'interface n'existait pas avant, c'est-à-dire l'objet qui me sert à agir avec ce qui est devant moi, et elle n'existera bientôt plus du tout. Douglas Engelbart est un génie deux fois puisqu'il invente ce qu'on a sans fin sous le nez, c'est-à-dire il est devant, oui, il a sa souris dans la main, il ne la lâche plus, il a l'idée d'utiliser un écran, ce que vous avez devant vous, et attention, trucage en direct, un écran avec des fenêtres, c'est-à-dire un truc qui est là, un truc qui est là, un truc qui est derrière. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'on amène la technique dans le domaine de l'image. On est en train de faire entrer un univers entier dans le domaine de l'image. C'est pas rien du tout. Hein. Je comprends pour tous les amateurs de peinture et de sculpture, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a craqué, ça y est, il veut faire son technophile. C'est pas que ça. Il se joue un enjeu de qui va être l'auteur, qui va fabriquer quand c'est une machine qui fabrique, qui va être celui qui arrive à maîtriser l'ensemble. C'est ça qui est au cœur de ces sujets. On est en 1968. Alors là, je vais faire tousser tous ceux qui étaient amis avec moi, parce que des fois, je suis très sympa et des fois, c'est horrible. Je ne suis pas fan de Kubrick, je trouve que c'est super surnoté. Je vais me faire complètement pourrir mon mur sur YouTube. Mais je sauverai 2001, l'Odyssée de l'espace, notamment pour des choses. Kubrick a un génie de se faire entourer de collaborateurs merveilleux et de sentir, c'est l'intuition un peu de flatteur que je lui reconnais, de sentir à l'avance un peu ce qui va marcher au moment où ça va marcher. Et que ça soit dans le domaine de l'illustration ou du trucage, ou que ça soit dans celui du travail de
de l'image, puisqu'on voit bien que les éclairages ici sur le spationaute qui est à l'intérieur vont projeter sur son propre visage d'autres images et de lumière. On regarde un instant un extrait, puisque vous allez comprendre que ce jeu d'interface homme-machine est au cœur du problème qui est entre les deux. Puisque HAL, la machine qui dirige la navette spatiale, soit dit en passant, on est presque dans de l'art du collage de texte. On est en gros plan et on est en train de regarder du texte. Tout à fait audacieux comme mise en scène visuelle. Et j'ajoute un art incroyable de se passer de dialogue, de voix off, juste avec cette soufflerie et ce silence hors de du son que fabrique la machine. Pas de musique. Une sorte d'oppression qui est tout à fait bien gérée par le travail du son. Ouvre la porte extérieure A, je te prie. Carl, veux-tu ouvrir la porte extérieure A? Un jeu de portrait avec ces images projetées sur son visage qui est une trouvaille extraordinaire. De l'interface machine-homme, mais du portrait dont on pourrait faire des peintures. Allô, Carl, est-ce que tu me reçois? Allô, Carl, est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu me reçois, Carl? Carl, est-ce que tu me reçois? Allô, Carl, réponds, s'il te plaît. Carl, est-ce que tu me reçois? Carl, est-ce que tu me reçois? Affirmatif, Dave. Je vous reçois 5 sur 5. Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A. Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je crois que vous savez aussi bien que moi ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que tu entends par là, Carl? Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril. Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire, Carl. Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque. Mais qu'est-ce qui a pu te donner cette idée-là? Dave, en dépit des précautions minutieuses que vous preniez dans la sphère pour m'empêcher de vous entendre, j'ai pu observer le mouvement de vos lèvres. Un gros plan de plus en plus fort sur une lentille de couleur. Le gros plan suffit à faire comprendre l'intensité de ce qui est en train de se jouer entre l'homme et la machine. Très bien, Carl. Dans ce cas, je rentrerai par les coutilles de secours. Sans le casque de votre scaphandre, je vous prédis de grosses difficultés, Dave. Ne discute pas, Carl. C'est moi qui commande. Ouvre la porte A. Dave, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu. Carl. Carl. On va pas se mentir, il est un peu en panique.
Je suis désolé, Dave, je ne peux pas faire ce que tu lui demandes, c'est-à-dire que la machine, on attendait ça d'elle depuis toujours, elle doit réagir à ce qu'on demande, rien d'autre. Vous savez peut-être que le mot intelligence artificielle est très questionné parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'intelligence, en fait, il s'agit d'une sorte d'adaptation et d'autonomie de la machine de plus en plus grande parce qu'elle peut avaler de plus en plus d'informations. C'est au cœur du film de 68 sur cette idée que le contrôle animal-machine commence à poser des problèmes. Je vous en mets un petit bout parce que visuellement, c'est quand même très très beau. Il est sorti dehors et il essaye de mettre une trempe à la machine. La plus grande confiance dans l'issue de notre passionnante mission. Et je veux vous aider à la mener à bien. Dave, arrêtez. Arrêtez. Soit dit en passant, pour fabriquer de l'éclairage rouge avec juste un éclairage vert sur un casque, c'est très très difficile. Le passage, pour vous le situer, c'est celui de la déconnexion de la machine et il y a quelque chose de tragique, sans effet autre. On dirait presque des petits grillons, sans musique, sans surajout, qui donne une puissance très forte à cette scène de 2001. Je vous en prie. Dave, arrêtez. Je vous en supplie, arrêtez, Dave. Arrêtez, Dave. J'ai peur. J'ai peur, Dave. Dave. Mon cerveau se vide. Je le sens se vider. Je le sens. Mon cerveau se vide. Voilà, il faudra voir la suite de vous-même. Cette idée d'interface, elle est au début dessinée par des designers sous forme de petits boutons qui font que si on vous met ça sous le nez, ça donne l'impression, pour un décor d'enfant, que vous êtes dans une navette spatiale ou quelque chose comme ça. Le dessin de l'interface va être une des façons de commencer à rendre visuel ce qui est autour de nous. C'est Leonard Kleinrock qui s'en occupe. On a dit écran, on a dit souris, on a dit interface. Une dernière chose va arriver en 1969, d'abord dans des essais militaires de lien entre plusieurs éléments, puisque on a un petit jeu qui est passé, qui va arriver bientôt. Voilà, un premier jeu d'échecs. On adapte un jeu existant sur un écran, avec une interface simple, un pointeur sur un écran. Ce qui va se créer, c'est le lien par téléphone de 4 villes entre elles. Et petit à petit, en 77, ce qu'on appelle ARPANET, c'est-à-dire la possibilité de relier entre elles, c'est Internet, on va dire, plusieurs ordinateurs par le réseau téléphonique, on va dire ça de cette façon. Qu'est-ce que ça change intellectuellement? Encore une histoire des idées qui évolue, c'est qu'avant, là on est chez Descartes, on part d'un point de vue et puis on cherche toutes les issues possibles. On a un système centralisé qui fait que si on met un coup de pied ici, tout tombe. Un système décentralisé, c'est le début de cette ARPANET qui fait qu'il y a une mise en réseau d'éléments et puis un système distribué qui donne une énorme force à l'ensemble du réseau qui fait que le changement intellectuel est très, très, très différent. C'est un peu comme si on était toute une bande et que tout le monde sait un peu tout faire. Donc, s'il y en a un qui tombe, le système continue, comme des petites fourmis. Il n'y a pas un chef comme à gauche, ce que la pensée occidentale a longtemps mis en avant. Voilà. Une espèce de plan préalable. Si tu n'as pas le plan, tu ne peux pas y aller coco. Des souvenirs de lycée pour vous, j'en côtoie tout le temps. Trouve ta problématique. Tant que tu n'as pas de problématique, tu n'auras pas de plan. Puis tu as des élèves qui disent « Je ne comprends pas ce que ça veut dire que la problématique. » Ce qui serait le déterminant pour enchaîner, chaîne de raison, dit Descartes, un élément, puis un autre, puis un autre. Ce qui se passe avec l'Internet, c'est cette nouveauté de la possibilité de partir par plusieurs endroits et d'entrer par plusieurs endroits pour que le réseau devienne indestructible en un sens. Voilà, 71, ça. 77, le lien entre l'ensemble.
qui veut dire que visuellement, on ne peut plus avoir une carte parce qu'on ne peut plus représenter tout ce jeu de réseau qui va être petit à petit montré en 3D. J'ai fait un petit clin d'œil à cette idée de Deleuze et Guattari de rhizome, qui est une des métaphores qui arrive, on est en 72, c'est-à-dire que comme une... Vous savez que le radicule ne tue pas, mais comme une petite pousse qui emmène un pouce, qui emmène un pouce, qui emmène un pouce. On n'est plus dans un système centralisé, on est dans un système distribué qui fait que la force est dans tous les endroits en même temps. Une grande puissance de réactivité, une grande puissance d'indestructibilité et un schéma complètement nouveau pour faire des interfaces. Premier ordinateur, si vous en avez vu passer un Bull Micral de 73, que voici avec des grandes disquettes énormes en carton, qui fait qu'on a encore beaucoup, comme sur cette image, une association, parce que les images m'intéressent dans tous les sens. Voilà, des petites rayures, la lumière par derrière, on a l'esthétique des mauvais films des années 80 qui sont en train d'arriver. Voilà, une lampe de bureau, le fantasme du bureau comme le lieu où on va s'éclater. On est encore un peu dedans, mais ça commence à passer puisque le bureau il est chez vous maintenant. Voilà, et on s'en fout de comment vous êtes équipé. On va s'y intéresser encore tout doucement. Les ergothérapeutes arrivent. Un graphisme qui reprend la nature, mais qui joue avec un quadrillage moderne, un système de repères abscissés ordonnés qui donne l'impression d'une espèce de grille de lecture, un écran avec une interface dans lequel il y a des écrans, et une disquette pour enregistrer l'ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé que voilà ah non, c'est pas la dernière invention, je vais vous faire découvrir quelqu'un qui vous a sauvé la vie plusieurs fois. Il s'appelle Tim Mott et il y a des interfaces visuelles, celle de l'écran et de la souris, je le disais, sur une petite nappe en papier. Il se dit, mais en fait, il faudrait trouver un système qui fait que quand les gens, le grand public qui est en train d'arriver dans ces années 75, puisque la découverte de l'interface par un bureau, en fait, c'est ça la solution, on est entre 73 et 76, ils voient le bureau de leur secrétaire et ils disent en fait c'est vachement organisé, c'est simple, il y a la poubelle, elle est à côté et en même temps la poubelle, si j'ai un truc dedans, tiens on va regarder. Ah oui, j'ai un truc dedans. Bon, si je retourne dedans et que je clique, je peux récupérer le papier que j'ai jeté parce que j'ai peut-être fait une connerie. Allez, on se lance, je vais vider la poubelle. Comme ça, on est sûr, c'est perdu. Dac. Et peut-être il y a des classeurs éphémères, des fichiers, et puis après, je peux les ajouter dans un classeur. Voilà, tout ce système d'interface, ils se disent, mais si on a une poubelle, si on a un bureau, si on a des petits classeurs et puis des plus gros classeurs, des dossiers, on va donner une interface qui soit compréhensible intuitivement au grand public. Et ça, c'est absolument génial. Et pour moi, c'est du grand art. C'est-à-dire que vous avez devant vous non pas des petits gens, on dit ça, vous savez, on a parlé des natifs digital, c'est-à-dire, c'est une légende qui est fausse. Hein. Si vous répandez cette légende, on vous retrouvera. C'est-à-dire les gens qui seraient nés en 90, en 2000, seraient des bébés Internet et donc ils auraient l'intuition de savoir mieux que tout le monde puisqu'ils seraient nés dedans. C'est une légende, c'est que ce n'est pas eux qui sont géniaux, c'est les designers qui ont inventé ça. Les designers ont eu l'idée qu'un bureau, comme la photo qui est ici, tout le monde comprenait ce que ça voulait dire immédiatement, et que donc intuitivement, sans avoir des leçons à prendre, parce que on a dans les débuts de l'informatique, tout comme dans les débuts de la bicyclette, des profs de bicyclette ou des profs d'informatique pour comprendre comment l'interface agit, mais vous avez moyen, si l'image mentale vous permet de vous repérer, de comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire et de quelle façon. Ce qui me fait un enchaînement sur ma dernière partie, cette création de jeux vidéo. On va avoir au début des jeux qui sont très très simples avec une interface qui est très minable. On a juste des points oui, non. Mais assez tôt, des éléments intuitifs qui vont jouer avec ce que le spectateur croit comprendre. Et donc mon quiz, vous pouvez chercher chez vous vite fait quel est le jeu le plus joué au monde. Et vous allez le savoir parce que vous y avez déjà joué. C'est le solitaire qui est sur votre ordinateur. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis un solitaire? Ce n'est pas pour vous faire plaisir. C'est parce que grâce à ça, vous apprenez tout simplement à cliquer, déplacer, lâcher. Vous apprenez sans le savoir, juste en jouant avec une réussite, à faire ce qu'on attend de vous, c'est-à-dire interagir avec la machine. Il ne faut pas que je perde mon dernier génie pour lequel il faudrait mettre une
voilà, une vieille interface, ça peut ressembler encore à ça sur certains ordinateurs. Tout le jeu visuel va se faire à partir d'une navigation très intuitive. Donc, le jeu de solitaire vous permet de comprendre qu'en double-cliquant, il se passe un truc, qu'avec votre souris, vous pouvez toucher quelque chose, le déplacer, clic, lâcher, et ça suffit pour comprendre. À ceux qui me diraient, comme à Mathieu Triclot, le premier philosophe des jeux vidéo, c'est pas un jeu. Si, c'est un jeu, je vais vous le prouver tout de suite, et c'est lui qui m'a donné les arguments. Premièrement, c'est un jeu d'ordinateur, bien que ça soit copié sur le monde du jeu de cartes, tout simplement parce que vous ne pouvez pas tricher en soulevant les cartes. Vous ne pouvez pas dire, tiens, non, je vais faire autrement. Voilà, c'est la machine qui décide. Deuxièmement, vous pouvez, c'est modeste, mais c'est pas rien, choisir la couleur des cartes ou du tapis. Vous avez des tas de petites propositions. Donc, c'est une machine qui interagit avec vous. Et troisièmement, c'est quand même le plus chouette, et c'est pour ça qu'on y joue, hein. Quand on gagne, on a quand même droit à un magnifique feu d'artifice. C'est quand même pas rien, et vous ne mentirez pas en avouant que vous l'avez déjà regardé jusqu'au bout, parce que c'est quand même très marrant, ce petit truc débile tout mignon. Voilà, Monsieur Larry Tesler, hein, parce qu'en fait, cette histoire de l'interface, elle pourrait être dans le domaine des sciences, mais elle me semble importante de la mettre dans le domaine du design et donc dans le domaine de l'image. Monsieur Larry Tesler a inventé cette idée de copier-coller. Merci Larry. On le retrouve avec des machines de plus en plus, avec Apple qui se place comme innovant dans le monde du design. Apple vend les mêmes produits beaucoup plus chers et pas ouverts, donc on ne peut pas les partager, et que si tu as un nouveau téléphone, il faut racheter une nouvelle ficelle pour le recharger. Scandale. Mais c'est stylé parce qu'ils ont mis, depuis leur début, on est en 74 ici, tous les éléments de la culture visuelle qui va se fabriquer, dont on a vu un extrait avec Kubrick, dans le design. Voilà, Warren Tettelman, inventeur du CTRL-Z. Si vous débutez en informatique, il faut que vous reteniez une seule chose, c'est ça, c'est annuler la dernière action. C'est un peu comme si tu pouvais dire une connerie à quelqu'un et dire non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Vous faites CTRL-Z, pomme Z pour ceux qui sont sur Apple, vous reviendrez en arrière. Vous voyez comment cette interface, cette liberté du télétravail permet d'avoir des très beaux soupules avec une dame qui, clin d'œil, fabrique une tarte aux pommes et a des posters de pommes chez elle. Normal, son ordinateur est un Apple. On a tout un système qui est encore assez sexiste dans les rôles qui sont attribués à chacun, mais qui commence à faire changer la notion du travail et la façon d'interagir avec la machine. On pourrait conclure cette petite partie en disant qu'en 97, vous étiez là, une machine a battu aux échecs Garry Kasparov, et ça veut dire que M. Turing avait un peu raison, parce qu'on s'est accroché, c'était un vrai mise en scène tout à fait génial, et vous ne saurez peut-être pas que Lee Sedol, en 2016, le champion coréen du jeu de Go, qui est beaucoup plus complexe à jouer, a perdu, en 2016, c'est assez récent, contre une intelligence artificielle. Le voici, beau gars. Et il a demandé pardon à l'humanité parce qu'il s'est rendu compte que c'était un enjeu qui commençait à le dépasser, cette possibilité de la machine d'aller plus vite, plus fort, plus efficacement que nous. Ce fantasme, cette crainte de science-fiction est arrivée. Elle est parmi nous et pas qu'un peu. On a des philosophes, Agamben, qui s'intéressent à qu'est-ce que c'est qu'un dispositif, comment une machine va interagir et jouer avec nous, ou Matthew Crawford qui montre que notre rapport aux machines est tellement présent tout le temps qu'on n'a plus moyen d'être en rapport avec le monde. On a toujours des écrans qui sont devant nous continuellement en train de nous questionner. Il y a un livre de 2015 tout à fait passionnant à lire. Vous voyez, on est en Chine, 2015. On a un petit trottoir pour ceux qui regardent leur téléphone et un petit trottoir pour ceux qui ne regardent pas leur téléphone pour ne pas prendre un vélo dans la gueule. Des écrans partout, qui interagissent avec nous et nous interpellent, devant lequel, vous et moi, on est tout de suite maintenant. La fin de mon histoire, elle est redevenue très créative. C'est seulement en 2011 qu'on a une première philosophie des jeux vidéo. Un livre tout à fait passionnant, même si vous n'aimez pas les jeux vidéo, puisque ça part de Caillois, le rapport au jeu, en passant par Aristote et la perte des repères. Quand on est en train de jouer, ne serait-ce qu'au théâtre, on perd tout repère social, on va dire, et on devient quelqu'un d'autre. Quand je fais une petite histoire du jeu vidéo, vous allez vous rendre compte que vous y connaissez mieux que prévu et que cette histoire visuelle va nourrir énormément
les 3 temps de l'histoire du jeu vidéo. Parce que le premier temps, il est dans un rapport à la machine tout à fait simple que j'ai évoqué là. On est en 1951, c'est Ralph Baer qui a l'idée de brancher une interface, que voici, qui est un peu grosse, sur un écran de télévision. Et les premiers jeux, ils ressemblent à ça, vous allez les reconnaître immédiatement, puisqu'on a souvent des déformations, des détournements d'écran d'oscilloscope. C'est celui-là qui s'appelle OXO, c'est on dit tic-tac-toe en anglais, c'est un truc, on fait une croix, un rond, une croix, un rond, et puis celui qui fait 3 qui a gagné. Voilà, on n'a pas encore d'écran dédié, on est revenu en arrière en 52, on a un écran d'oscilloscope qui vient d'un laboratoire, on a une culture geek, c'est-à-dire de scientifiques qui, pendant leur temps libre, se rendent compte qu'ils peuvent s'amuser avec des objets pour créer un jeu qui ressemble pour le moment encore pas mal à un jeu existant, en fait, avec un petit morceau de papier et un stylo, ça suffit. Mais là, on va appeler au téléphone pour interagir avec la machine. Elle répond tout de suite à quelle position on veut se mettre pour jouer contre elle. Pour que vous ayez une idée, voilà, on déclenche l'ensemble. Puis l'ensemble va réagir. Donc on a le début d'un jeu et j'essaye de vous convaincre parce que vous seriez sceptique. Jouer, c'est le début de l'art, hein, c'est le début de la réaction avec quelque chose d'autre qui répond ou qui ne répond pas, qui fait que petit à petit, on va avoir la suite. On est en 59. Elle est ici, un tennis computer. On est aussi sur un oscilloscope qui va simplification maximum. Vous voyez, c'est un système qui permet, je ne suis pas assez savant, mais de mesurer des trucs. Ça doit être des courants. J'ai un doute, et si ma prof de SVT me regarde, elle va me maudire, mais j'ai oublié ça. L'écran, il est juste simple, en fait, parce qu'ils ont juste tracé avec du scotch un filet, et on va jouer par-dessus avec la machine. Willie Higginbotham created this, one of these problems where you Alors, ce qui m'importe de vous montrer, c'est que cette pauvreté visuelle, elle est liée à l'objet, en fait. C'est pas très joli, mais comprenez aussi que, pas seulement les modes, mais la course actuelle, il suffit de voir un GTA, des jeux qui sont Fortnite, qui sont d'une ressemblance à couper le souffle avec tout un tas de calculs très complexes, font que régulièrement, on a envie de revenir, mais comme dans la vraie vie, hein, on peut jouer à des jeux compliqués, et puis des fois, on peut rejouer à des petits jeux tout simples. Ce qui m'intéresse de regarder, ce n'est pas la pauvreté et l'influence de cette pauvreté, c'est qu'elle revient régulièrement. Tetris, dans les années 80, à un moment donné, va revenir sur des choses qui sont simplifiées. Le Minitel va participer à ça. Toute l'interface, tout l'objet, en fait, toute la technique va déterminer le type d'image qu'on va pouvoir produire. Mais ce n'est pas cette course à la technique qui m'intéresse de regarder. C'est aussi que, un peu comme pour les enfants, il suffit d'un petit trait, et puis on dit qu'on joue au tennis, en fait. C'est tout simple. La façon de convoquer les images n'a pas besoin forcément de passer par une image. C'est ça qui est en train de se jouer et qui fait que l'art n'est pas à l'endroit où on s'y attend. On peut être devant une odyssée de l'espace et avoir des images qui sont prodigieuses. Et puis, on peut être devant un écran noir avec des toutes petites points qui font que petit à petit, on va voir des navettes spatiales et qu'on est en 71, c'est un jeu d'arcade. Le son est tout pourri et le son aujourd'hui va participer à son charme d'ailleurs. Qu'est-ce qui est en train de se jouer? La même chose que dans l'artification. Je vous ai expliqué que le cinéma piochait sur l'histoire de la photographie, sur l'histoire de la peinture pour se faire accepter. Qu'est-ce que fait le jeu vidéo? Il copie sur le monde du cinéma, ce qu'on vient de voir juste avant. Voilà. Si on a vu ça, on sait très bien à quoi ça ressemble les galaxies, cette mode de 60-75 de la science-fiction. On est passé vite fait sur Space War, puisque tout un mouvement de jeux vidéo, 62 Space War, et le petit... on est en 71 pour Space Game, Computer Space, et ça se joue en arcade. C'est la deuxième époque de ces 3 époques. La première se fait dans des labos de scientifiques, dans cette recherche sur des petits écrans, et arrive
des arcades, c'est-à-dire des jeux. Là aussi, il y a du design, puisqu'il va falloir fabriquer des meubles avec des manettes on va quand même toujours mettre une gonzesse un peu déshabillée à côté pour le vendre. Mais vous voyez comment la forme elle-même est tout à fait étonnante. On dirait une espèce de pouce de César colorié en banane avec une forme un peu improbable, à la fois une forme bio, à la fois une forme rectiligne. Est-ce que c'est de la sculpture? Non, mais est-ce que c'est une interface qui suggère ce computer space? La typo elle-même le suggère avec les petits points. Tout un univers de science-fiction qui va se retrouver très très fréquemment convoqué. Alors on dit souvent que le premier jeu vidéo serait Pong. Là aussi, on a le jeu, vous voyez, ça a l'air tout bête, mais sur le tennis for two, on était de côté et puis on voyait la balle qui passait par-dessus le filet. Là, on est au-dessus. Et l'air de rien, la représentation mentale pour comprendre comment on joue, ça prend 3 secondes, mais ça prend un petit temps. On est sur une représentation très très simple et sur les débuts du jeu jouable en ville, vu debout avec quelqu'un à côté de toi, des pièces de monnaie, un système pour dragouiller si on veut, et tout un enjeu social pour des ados qui, compris par des Américains, un développement possible redoutable. On dit que sur la côte ouest, en 72, quand les premiers Pong sont installés, on joue avec une pièce de, je ne sais plus, je dis au hasard 3 centimes. En un week-end, il n'y a plus de 3 centimes dans toutes les banques de la côte ouest. Vous connaissez le principe. Ici aussi, l'interface est tellement sommaire qu'elle permet de rappeler devant quoi on se trouve. Et finalement, la fin de mon histoire, c'est que histoire du design visuel, graphique, sortie de l'art sur d'autres domaines que celui qui était prévu. On va être dans un domaine de gamins pendant longtemps et de grands gamins qui ont 50 ou 60 ans aujourd'hui. Vous allez me dire, c'est pas le mien, mais vous allez voir, c'est eux qui gagnent en ce moment dans l'univers du cinéma et dans l'univers des images. Et puis, c'est là où le jeu de rapprochement entre les arts devient puissant, c'est que comme l'interface est très très simple, qu'est-ce que vont faire les créateurs de jeux vidéo à part cette mode du jeu lié à l'espace? Ils vont piquer dans l'univers du cinéma, c'est-à-dire si un film sort ou si l'arcade qui est autour, la borne visuelle suggère un tank, l'intérieur, le tank, il est tout pourri, il se déplace avec un curseur. On va, sur une interface très pauvre visuellement, s'appuyer sur des domaines, et celui-ci en est un exemple le maximum dans cet univers des arcades qui est en train de se développer en Asie, au Japon, aux États-Unis, et qui arrive doucement. Vous avez dû perdre des pièces de monnaie dedans, notamment parce qu'il y a un rapport social. C'est un jeu, les consoles qui seront le 3e âge qu'on ne verra pas aujourd'hui, c'est les années 90, c'est un petit truc que tu joues sur tes genoux, comme quand tu joues à Candy Crush tout seul sur ton téléphone. Là, on peut blaguer, on peut se défier, on peut, comme avec un baby-foot, parler, draguer, écouter de la musique au bistrot. Tout un jeu qui se joue, on va dire, debout, qui interagit avec l'ensemble. Qu'est-ce qui se passe sur Jaws? C'est tout simplement qu'un film est sorti et que ce film, il est très, très, très important et il va marquer tout le monde. Et dans un des plans de ce film de Spielberg, au tout début, on a un travelling sur un écran de jeu qui contient, regardez bien, les Dents de la Mer. Over the beach. Sure. Tony Negazzi, do you read me? This guy's from the TV station on the mainland here. All right, I'll get to them later. Voilà, les Dents de la Mer jouent aux Dents de la Mer. Le jeu de casse-briques, 76, Atari, le graphisme autour, pas fabuleux. On est encore avec des moyens tout à fait simplifiés de gagner de l'argent. Aujourd'hui, tous les ados que je croise veulent faire soit du jeu vidéo, soit du film d'animation. On est au cœur de... Si vous me dites, il n'y a plus de Mozart aujourd'hui, il était dans les années 70 au cinéma et aujourd'hui, il fait du jeu vidéo. Là où l'argent porte, la création se déplace. Des interfaces simples avec des meubles faciles d'accès, avec un jeu compréhensible immédiatement, visuellement assez beau d'ailleurs.
Vous avez compris le principe, vous n'avez qu'à jouer chez vous, on les retrouve maintenant gratuitement. Une interface mobilière avec des volants, des manettes, des éléments qui commencent pour la première fois avec Deathrise, c'est-à-dire le jeu vidéo commence à devenir adulte. On est avec une voiture, c'est inspiré d'un film de 76, et on roule sur des gens. Voilà, tout à fait mal, et donc tout à fait indispensable à des ados, vous vous en doutez. On peut jouer avec des sous-marins, l'interface est un vrai périscope, ça va s'améliorer de plus en plus sur la jouabilité et la façon d'interagir avec tout le monde, c'est quand même assez génial, on est comme dans un film, et on peut, à l'intérieur de la nuit des morts vivants, se retrouver à jouer à... Alors qu'on sera bientôt victime des zombies qui envahissent le centre commercial, et ce seront nous ceux qui sont surveillés. Toute la violence de notre société de consommation, interrogée discrètement par George Romero en 78, Dawn of the Dead, à partir du jeu vidéo. Le jeu vidéo, longtemps vu comme quelque chose de mauvais, d'un peu casse-tête, c'est le cas de le dire, pour les ados, abrutissant. Vous avez sans doute encore cette idée-là. On a eu longtemps d'en voir apparaître de temps en temps. S'il y a un type qui est criminel, et si on trouve des jeux vidéo chez lui, c'est quasiment une preuve qu'il était complètement gogol. Vous vous doutez qu'il s'est passé la même chose avec le train qui a transformé notre façon de nous déplacer et de voir le paysage, le cinéma qui a complètement transformé, et l'immersion par les casques 3D qui nous font perdre tout le sens des réalités. Imaginons, et on verra la suite, que nous sommes capables de dépasser tout ça, d'aller dans l'espace et au-delà, pour se retrouver là où l'art n'était pas prévu. À demain.